économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique. Et nous sommes heureux d'être en ligne avec le professeur Alexandre Al-Fkak. Bonjour, monsieur le professeur. Oui, bonjour. Qu'est-ce qu'il est devenu, professeur Alexandre Al-Fkak, depuis maintenant presque 2 ans? Bien, alors d'abord, il y a eu ce qu'on appelle un départ volontaire de la fonction publique, j'en ai donc profité, puis je suis resté quelques années à diriger les thèses de doctorat, et puis le Maroc ne veut pas de la diversité des franco-marocains ou d'une manière générale des euro-africains. Eh bien, j'étais obligé, puisque on devient inutile dans son propre pays de naissance, eh bien, je change d'épaule de fusil, puis je vais évoluer dans les pays un peu plus disponibles, plus ouverts à la recherche, plus ouverts pour les conseils, plus ouverts pour développer le pays. Et donc, je fais une fédération mondiale de la diversité qui est à regrouper toute la diaspora euro des Africains, qu'on appelle la fuite des cerveaux. Il y en a beaucoup, puisque j'ai pratiquement plus de 182 à ce jour qui sont listés sur le site fmdea.org, donc en Belgique. Et pour les élections européennes, je fus obligé en tant que Français, car la difficulté de s'installer donc en Belgique. Donc je me suis installé à Paris 4, voilà, à côté du Marais. Voilà, et je continue sur cet aspect politique au niveau des aspects européens, et je suis l'actualité forcément pas uniquement française, mais européenne, pour avoir une France leader dans une Europe plus forte, car il y a différents problèmes. Et donc j'ai participé à travers l'ONU à Marrakech au niveau des mouvements migratoires au niveau du monde, car il y a des scénarios qui sont imposés. Donc j'ai été invité, puis donc j'en ai profité au Maroc de faire quelques conférences introductives au niveau des colloques, comme celui sur le flottement de la monnaie après une année. Et puis il y a les aspects des mouvements migratoires, à la fois de migration et d'immigration, c'est-à-dire les gens provenant de l'Afrique, avec toute la pression, vous voyez bien, démographique. En 2025-2030, on sera à peu près 2 milliards. Aujourd'hui, il y a 1,2 million. Donc, imaginez 10% de la population qui se déplace au niveau de l'Afrique vers le nord, c'est 200 millions. Et alors que, à l'heure actuelle, il y a 3% de mouvements d'immigration au niveau international selon l'ONU. Alors imaginez 12% de la population mondiale qui monte vers le nord. Il va falloir faire donc à réfléchir sur des pactes de type africain, des pactes aussi au niveau européen, puisque la France aussi, comme l'Europe, la frontière s'est déplacée. La souveraineté d'un État, c'était bien les frontières. On donnait les visas à qui on veut. Aujourd'hui, depuis Schengen, la frontière s'est déplacée, donc la situation est de caduc. Et la deuxième chose, le grand piège, c'est le droit de l'homme. Donc vous ne pouvez pas laisser les gens ne pas porter assistance publique à des personnes en danger quand ils sont sur la mer, puisque ça, c'est le problème de toute le droit de l'homme et la démocratie depuis la Révolution française de 1789. Et nous voyons un petit peu les germes aujourd'hui, un peu en France, non pas une révolution, mais une autre forme de fronde, de révolte, de revendication un peu légitime. On reparlera par rapport à la thématique du communiqué, mais il y a 2 questions qui m'interpellent sur cette introduction qui est assez fort intéressante quand même. Oui. Premièrement, excuse-moi parce que j'ai un peu la voix cassée, mais quand même je maintiens l'émission. Mais il y a 2 questions qui m'interpellent. La première des choses, comme vous le savez, je suis franco-marocain. Oui. Et vous avez évoqué quelque chose de grave. C'est une accusation qui est aussi quand même assez importante. Vous avez dit quoi le Maroc ne veut pas de ces franco-marocains chez lui. De quoi il s'agit réellement? D'abord, les textes constitutionnels ne sont pas appliqués. Je vous donne un simple exemple. Dans le monde entier, la diaspora de tous les pays vote à travers les ambassades. Alors le Maroc, depuis le 6 novembre 2005,
Le texte existe, mais il n'y a pas d'application. Ce qui fait que l'ensemble des partis politiques, et je mesure mes mots. J'ai été donc voir Osman dans le temps, et Abdelrahman lui aussi, pour poser cette question lorsqu'il était lui-même Premier ministre. Il y a des grosses difficultés de faire participer, vu une mauvaise expérience qu'ils ont eue en 1983. Mais les autorités marocaines vous disent simplement qu'il y a des problèmes d'ordre technique au niveau des ambassades. Alors là, il n'y a absolument pas de raison. La preuve, c'est que quand on fait un référendum qui est de la compétence du roi, le référendum se passe très bien. Quand il y a les élections de type législative ou régional, les Marocains sont exclus. Ni dans le Sénat, c'est-à-dire la deuxième chambre marocaine des conseillers, ni au niveau du Parlement. Ça, c'est une véritable problématique. La deuxième chose, c'est que le népotisme, le clientélisme, l'entourage, je dirais, des cercles qui sont extrêmement fermés, ils ne cherchent pas ailleurs, ils ne lisent pas. Et vous avez dans le Parlement 40 à 50% de gens qui sont absolument illettrés, c'est-à-dire des arabisants qui sont le produit de la formation des années 1980. Quand vous regardez aujourd'hui, rien n'a été fait depuis un certain nombre d'années. Le PASS, c'est-à-dire comment on appelle ça, le programme d'ajustement, c'est 90 pays. La qualité, c'est l'ONU. Le Maroc aujourd'hui est géré par des sociétés de type étrangère. Je pense à l'eau, à l'électricité après 65 ans. Ils sont incapables de gérer l'eau, l'électricité, les déchets domestiques, les métros, le tram, l'énergie, etc. Donc ça pose une véritable problématique, les centres d'appel, les notions de voiture avec l'offshoring, etc. C'est avec l'offshoring et le nearshoring, vous ne pouvez pas y rentrer parce que vous êtes hors douane et vous êtes dans une zone internationale. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, les Marocains qui sont d'une certaine valeur, avec 2, 3 doctorats, qui ont fait un petit peu leurs études, j'en connais beaucoup, ont quitté le Maroc. Il y a pratiquement 8000 à 9000 personnes. Les informaticiens, le Maroc les forme et ils partent ailleurs. La Belgique même aujourd'hui est en demanderise, je dirais la Belgique, sollicite pratiquement l'ensemble des informaticiens de type marocain. Voilà un petit peu la question. Ce qui fait qu'il vaut mieux quitter le pays, se donner un statut un peu international, travailler pour d'autres pays, puisque on ne peut pas choisir entre le Maroc et la France quand on a la double nationalité. C'est comme si vous dites une question judicieuse et grave, choisir entre vos parents. Vous ne pouvez pas. Là où vous vous sentez mieux, c'est très bien. Et à ce moment-là, il faut travailler pour l'Europe, pour protéger plus l'Europe que plutôt l'Afrique. Parce que l'Europe doit nous aider absolument à ce qu'il y ait d'abord un certain nombre de directeurs qui gèrent ces grosses sociétés. Il y a les STL, il y a tout ceci. Quand vous le voyez après 30 ans, et je suis bien placé au niveau universitaire, au niveau des présidences d'université, au niveau d'un certain nombre de choses, il y a forcément un type de blocage très intelligent au niveau juridique, au niveau des textes de loi, au niveau où le texte lui-même joue pratiquement le rôle de filtre qui ne laisse passer que ce qu'il veut. Donc il n'y a pas de promotion au niveau du Maroc. Ce sont toujours les mêmes qui tournent autour du même poste. Alors ça fait ras-le-bol, je dis comme ça. Et puis vous dites, vous êtes encore jeune, vous pouvez avec vos enfants vous épanouir et peut-être rendre service à beaucoup plus lancé avec cette fédération. Je suis focalisé dans le cadre des élections de type européenne. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Bien sûr, mais juste une précision parce que tout le monde connaît le FCAC. Donc, ce n'est pas cette émission qui va faire savoir qu'est-ce qu'il vaut, Monsieur le FCAC. Monsieur le FCAC aussi, c'est un ancien de l'ESCAE. Vous avez passé combien de temps, je sais pas, à l'ESCAE? Pratiquement 20 ans, 25 ans. 25 ans. J'ai formé beaucoup de ministres. D'ailleurs, il y en a presque 21 des secrétaires d'État qui eux-mêmes, ces ministres, étaient des anciens ministres, ce qui fait que il n'y a pas de ministres comme ça qui sont venus, je dirais, de la belle étoile à 5 étoiles. Maintenant, déjà, ils étaient des 5 étoiles. Bien sûr. Et le Maroc, ce qui est dommage, c'est que je suis très content qu'ils soient ministres et qu'ils soient des directeurs généraux, des secrétaires généraux. Mais on prend toujours les photocopies et on oublie forcément les originaux.
Et ça, c'est énervant. C'est encore plus frustrant pour vos enfants et pour votre propre pays parce que vous ne pouvez pas y réagir. Alors, quand vous voyez aujourd'hui un certain nombre de... Je ne veux pas citer de nom, mais regardez leur émission sur les radios. Le niveau est tellement bas que le Maroc restera dans je dirais, dans les revenus de type intermédiaire. Il ne sera jamais un pays émergent. Pour une raison simple, il n'a pas développé, je dirais, comment dirais-je, le capital immatériel, c'est-à-dire l'égalité des femmes, la qualité des institutions publiques. C'est ça fait partie des actifs qui sont intangibles. Et le Maroc aujourd'hui paye les pots cassés de cette situation. Je vais pas faire l'avocat du diable, mais je vais essayer de parler aussi du côté marocain, ce qu'ils disent, hein, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, j'aimerais bien, parce qu'on a le temps un petit peu aujourd'hui, vu que monsieur Ammar El-Sfar n'est pas là aujourd'hui, donc c'est pourquoi je me suis permis d'évoquer avec vous. Cette introduction, ça permettra de mettre tout le monde, comme vous le dites, hein, dans le bain, de parler un petit peu de ce qui se passe au Maroc et pourquoi monsieur Alexandre El-Fkak s'est installé à Paris. Et pourquoi il est venu ici? Parce que simplement, il a des motivations, il a des choses qui l'ont poussé à y aller à l'avant. Les Marocains, selon les renseignements que je peux avoir, et surtout, on le dit à haute voix, le Maroc c'est le Maroc vert, le Maroc c'est tout ce qui est développé en termes d'énergie renouvelable, c'est Tangimed, GV, Al-Bouraq, et bien d'autres. Donc le Maroc bouge, mais sauf que sur le plan social, il y a des difficultés. Non, il bouge, mais avec les étrangers. L'énergie solaire, c'est 99% de choses qui sont faites de l'étranger. L'automobile dans l'offshoring, il y a que des Marocains qui travaillent, mais pratiquement c'est dirigé par la France. C'est 35 ans d'un contrat qu'on appelle la gestion déléguée. L'eau et l'électricité après 65 ans, c'est les Européens, c'est la Lyonnaise des Eaux que vous connaissez, puisqu'elle est de Lyon, etc., etc. Le métro, le TGV, etc. C'est des contrats de 35 ans. On a l'impression qu'à l'heure actuelle, le Maroc est géré. Dans ce cas-là, il faut mieux prendre tous les secteurs qui sont économiques et de les donner en gestion déléguée. Mieux, il y a par exemple la santé aujourd'hui, il y a l'éducation nationale, il y a l'habitat, il y a qu'est-ce qu'on pourrait dire, le transport, et il y a aussi l'agriculture. Il vaut mieux les donner à l'étranger. Mieux, je propose même pour le Maroc, ce qui se fait très bien, c'est la gestion déléguée de la nation. C'est faire un peu comme le Gabon. Autrement dit, même la justice doit être en gestion déléguée. Donc qu'est-ce qui restera si on ne prend pas l'ensemble des gens, des Marocains qui sont des Franco-Marocains ou qui ont une double, non seulement la double nationalité, mais qui ont des compétences et que le Maroc ne prend pas? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Eh ben, il y a une question qui s'impose dans ce cas-là. Oui. Pourquoi ces sociétés françaises qui ont le pouvoir délégué de gérer les affaires au Maroc, pourquoi ils ne pensent pas à des Franco-Marocains comme vous et de les intégrer dans le processus? Oui, ça c'est une bonne guerre. Le problème, à ce moment-là, on pourrait éventuellement en parler, mais le problème, vous m'avez posé la question, pourquoi vous avez quitté le Maroc? Je vous ai dit pourquoi. Ah oui, mais néanmoins, la France, elle est là-bas. Vous dites que la France est là-bas. Mais maintenant, quand on se placera ici, bien sûr, quand je viendrai au Maroc ou je viendrai en tant que Français. Mais vous êtes déjà Français. Non, je viendrai en tant que Français. Je viendrai, c'est-à-dire dans votre propre pays. C'est un peu ce que font, par exemple, beaucoup de professeurs marocains qui sont au lycée Lyoté ou lycée Descartes, qui sont marocains, mais qui travaillent qui sont français, qui sont détachés du ministère des Affaires étrangères dans leur propre pays de naissance. Ils ont le salaire non pas d'un contractuel, mais un salaire des Français de l'étranger. Ils sont des expatriés vivant au Maroc. Ah bah ça. Il faut qu'on s'entende. Il faut s'entendre là-dessus. Le Maroc ne donne pas la compétition, enfin la possibilité à d'autres d'avoir les ambitions. C'est un pays, on est égaux devant la loi, mais certains sont plus égaux que d'autres. Il y a une espèce d'ostracisme donc une fois que vous avez perdu votre temps pendant 30 ans, vous changez de pays, vous changez de terreau. On parle de M. Alexandre El-Fkak qui s'installe maintenant en France, de faire savoir à tout le monde, et voilà les bien fondés qui ont poussé M. Alexandre El-Fkak à venir en France et s'installer en France et de défendre ses idées.
Voilà la raison, ni plus ni moins. C'est vrai. Mais je reste attaché quand même avec l'IMRI, où je suis vice-président. Ah ben, écoutez, c'est un choix. C'est un choix. De la recherche. C'est un choix. Économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-Ciel, la chronique.